Bienvenue dans Transition écologique, le podcast qui dialogue avec tous les acteurs du changement. Je m'appelle Pascal Canfin, je suis député européen et je préside la commission environnement du Parlement européen. Dans ce podcast, je dialogue avec des responsables politiques, des chefs d'entreprise, des militants de la société civile et nous soulevons ensemble le capot de la transition écologique. Comment faire ? Comment faire face à un enjeu d'une telle complexité ? Voilà la question clé qui sera le fil conducteur de nos échanges. Mon engagement ? Vous garantir un podcast sans fausse polémique, sans simplisme et tourné vers l'action. Mon souhait ? Créer de l'intelligence collective pour gagner la bataille de la transition écologique. Et il va sans dire que la participation de mes invités à ce podcast n'emporte aucune signification partisane pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Je reçois aujourd'hui Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia. Bonjour Estelle Brachlianoff. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Veolia depuis juillet 2022. Veolia, c'est un des leaders mondiaux sur 3 métiers, la gestion des déchets, la production d'énergie et la gestion de l'eau. Je pense que tout le monde a vu passer forcément une fois dans sa vie au moins un camion siglé Veolia dans sa rue. Mais vous n'êtes pas que sur le métier des déchets. On va parler avec vous aujourd'hui de 3 grands enjeux. La transition énergétique, la question de l'économie circulaire et de l'économie des ressources, et puis la question de la gestion de l'eau, notamment dans un contexte d'adaptation au dérèglement climatique. Veolia, c'est un groupe qui est présent dans 44 pays, qui emploie 220 000 salariés. Et donc, vous pouvez avec nous partager non seulement l'expérience française que vous avez, mais l'expérience dans bien d'autres pays européens et du monde. Commençons par la question énergétique. Vous êtes aujourd'hui donc un producteur d'énergie. Vous avez historiquement des capacités fossiles avec du charbon, avec du gaz. Évidemment, vous êtes engagé dans un plan pour diminuer ces capacités-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous le dire et surtout quels défis sont devant vous pour précisément réussir cette transition et arriver à la neutralité climat qui est, comme vous le savez, un des grands enjeux, grands objectifs que l'on s'est fixés au niveau européen. Et si un groupe comme le vôtre ne le fait pas, ça veut dire qu'on aura collectivement échoué. Inversement, si vous réussissez à passer du charbon, du gaz historique à des nouvelles technologies qui permettent d'être neutres en carbone, alors on aura réussi ensemble ce défi. Donc dites-nous où vous en êtes sur ce chemin. Alors je vais vous rassurer, alors non seulement on va réussir ce défi, si je reprends vos propos, mais on va même aller au-delà. Parce que pour moi, vous avez rappelé, le métier de Veolia, c'est la transition et la transformation écologique. Ce qui veut dire que sur le sujet de l'énergie, pour moi, on a 2 impératifs. Le premier, c'est effectivement la trajectoire de Veolia en tant que telle, et je vais vous décrire ce qu'on fait pour se décarboner. Et il y a ceux qui le disent, il y a ceux qui le font. On fait partie de ceux qui le font, et je vais vous décrire en quoi ça consiste. Mais il y a aussi une deuxième mission de Veolia, c'est d'aider nos clients à se décarboner finalement. On aide les villes, on aide les industriels, on aide toutes les entreprises à trouver des solutions pour se décarboner. Donc on a vraiment 2 instruments de mesure et de cible qui sont à la fois les émissions de CO2 de Veolia, mais aussi les émissions qu'on permet d'éviter à nos clients. Et c'est vraiment les 2 qu'on cherche à travailler. Et c'est en ça qu'on est une entreprise très, très spécifique. Alors, concrètement, j'évoquais le mot charbon. Vous aviez des capacités de production d'énergie à base de charbon. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre feuille de route de sortie du charbon ? Tout à fait. Alors, on avait des productions de chauffage urbain à partir de charbon, notamment dans un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. Et nous avons pris l'engagement de sortir du charbon à la fin de la décennie.
décennie. On a pris cet engagement il y a 3 ans et depuis, on investit entre 100 et 200 millions tous les ans pour sortir du charbon. Donc petit à petit, on remplace des usines par des usines avec un mix énergétique, celui qui est disponible aujourd'hui, qui est généralement du gaz, de la biomasse et un certain nombre de carburants alternatifs. Et je disais, il y a ceux qui... nous, on agit parce que c'est du vrai argent aujourd'hui. On n'est pas sur des pilotes, on est sur des projets industriels. On ouvre cet hiver le premier de ces grands projets de transformation, qui était en gros un investissement de 300 millions en Allemagne, à Braunschweig, pour remplacer une centrale à charbon qui alimentait le chauffage urbain de la ville et l'électricité par de la biomasse. Ça, c'est un des premiers exemples, mais on a lancé l'année dernière l'équivalent sur Poznań en Pologne, et donc on a une série d'investissements tous les ans jusqu'à la fin de la décennie pour sortir du charbon. Je me permets de dire que le chauffage urbain, par ailleurs, est au niveau énergétique plus efficace que le chauffage individuel. Donc il y a par ailleurs une efficacité collective au fait que le système soit collectif. Donc évidemment, il faut le décarboner, mais par ailleurs, ça a une certaine vertu environnementale en soi par rapport à du chauffage individuel. Alors, on a donc une feuille de route pour sortir du charbon dans le monde, j'imagine pas seulement en Europe. Pour sortir du charbon en Europe, parce que c'est là qu'on avait essentiellement du charbon. Voilà. D'accord, d'ici 2030. Remplacé essentiellement par de la biomasse et du gaz. La biomasse étant l'exploitation issue des forêts, j'imagine, du bois. Non, pas uniquement. Donc, je me permets de citer un chiffre. J'ai dit 100 à 200 millions d'investissements tous les ans. Le programme dont je vous parle, mine de rien, c'est 1,5 milliard d'investissements pour Veolia sur la sortie du charbon en Europe. Le mix, c'est du gaz, c'est de la biomasse, mais de la biomasse de deuxième degré, c'est-à-dire de la biomasse qui ne serait pas utilisée sinon. Donc, en gros, on n'est pas en train de capturer des terres agricoles qui serviraient sinon pour l'alimentation humaine ou animale pour faire de l'énergie à la place. On est en train d'utiliser de la biomasse qui n'était pas utilisée, qui était de la biomasse déchets, que ce soit des déchets forestiers ou agricoles ou des déchets des populations pour remplacer le charbon. Pas de la biomasse que l'on fait pousser de façon intentionnelle pour finir à la fin et faire de l'énergie. Donc c'est, je pense, très important de le préciser parce qu'on a depuis maintenant plusieurs années des grands débats en Europe, mais partout dans le monde, pour savoir quelle est l'utilisation rationnelle de la biomasse, qu'elle vienne des forêts, qu'elle vienne des plantations agricoles et évidemment qu'elle vienne d'autres espaces qui produisent de ce type de coproduits qui permettent de faire de l'énergie. Donc vous êtes fixé cette règle, une sorte de doctrine au sein de Veolia où il y a une rationalité économique au-delà de l'aspect climatique. Non, il y a alors, je ne sais pas si le mot doctrine est le bon, mais on se fixe notre propre standard en fonction de ce à quoi on croit, sur des bases scientifiques, en regardant l'impact environnemental. Et oui, parfois, ça va au-delà de ce que les législations autorisent, si je puis dire, mais ça fait partie de notre métier que de se faire notre propre conviction, basée sur la science, de ce qu'on s'autorise à faire et ce qu'on ne s'autorise pas à faire, j'ai envie de dire... en allant parfois au-delà des législations. Donc, c'est une illustration qu'on a dans un certain nombre de pays en dehors d'Europe. C'est très fréquent chez nous. On a même des standards minimums dans un certain nombre d'endroits où on ne s'autorise pas à aller au-delà, même si la législation nous permettrait de le faire. Je pense que c'est important. Et vous avez parlé de la biomasse déchets, que ce soit déchets forestiers, déchets de bois ou déchets des populations. On a encore un potentiel qui est insuffisamment exploité en Europe et en France sur la biomasse qui peut servir pour produire de l'énergie. On n'est pas au bout et on peut faire beaucoup plus. Ça ne remplacera pas 100% du mix énergétique fossile, mais ça peut participer dans le mix énergétique de façon significative. Si je vous donne un exemple avec un exemple français, si je prends la biomasse qui peut être utilisée pour remplacer notamment des chaudières à charbon chez des industriels, ce qu'on appelle du CSR, donc du combustible solide de récupération, c'est à peu près 15% du gaz russe, si je le compte, au lieu de le compter en térawattheure, je peux le compter en unités de gaz russe importé en France qui peut être remplacé. Si j'ajoute en plus
Le biogaz que l'on peut produire dans les stations d'épuration et dans les décharges, c'est 25% du gaz russe importé. Donc 15 plus 25%, c'est 40% que l'on peut remplacer avec ces deux types de production de biomasse, que ce soit sous forme de biogaz ou de combustible de récupération. Donc ça n'est pas 100%, mais ça peut avoir un rôle important dans le mix énergétique. Et on sait depuis la guerre en Ukraine et bien avant que l'énergie, c'est vraiment une question de mix. On a besoin d'un certain nombre d'éléments, du gaz en transition, de la biomasse et un certain nombre. Donc après, la décision politique, elle porte sur quel est le mix qu'en tant que pays, politiquement, on souhaite porter. Évidemment, c'est une décision qui ne m'appartient pas, mais en tant que potentiel technique, si je puis dire, la biomasse a un potentiel plus important que celui qui est développé aujourd'hui. Ok, et ce qui normalement aussi permet de développer de la valeur ajoutée locale à la place des importations, par exemple dans le monde agricole, en faisant du biogaz. Et donc on peut créer davantage de cercles vertueux que simplement en remplaçant du gaz russe par du gaz de schiste américain ou du gaz qatari ou autre. Mais je pense que, si vous me permettez d'abonder dans votre sens, si vous me permettez, M. Canfin, de l'énergie que l'on peut produire à partir de bouts de stations d'épuration, de déchets pas recyclables, parce qu'évidemment les déchets recyclables, il faut les recycler, et tout ce qu'on vient de se dire, c'est de l'énergie qui est locale, donc qui est produite dans nos pays, qui est abordable et qui est renouvelable. Par rapport à l'import de carburants fossiles, quel que soit l'endroit dont on les importe, je suis totalement d'accord avec vous que ça coche plein de cases, ça coche y compris la case de l'autonomie stratégique de nos pays. Et je pense que c'est assez essentiel de mettre cette composante dans l'aspect mix énergétique, de ne pas être dépendant de l'import de carburants fossiles, parce que c'est de l'énergie de chez nous, si je puis le dire. Absolument. Comme ça. Alors, c'est évidemment un des grands enjeux de la réponse européenne que nous sommes en train de construire et que nous avons construit depuis 1 an et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, à savoir d'accélérer sur la circularité de l'économie, on va y venir, dans une logique d'autonomie stratégique et de réduction de nos dépendances. Et dans ces dépendances, il y a évidemment la dépendance aux énergies fossiles. Et donc, ça mène naturellement dans le débat la question du gaz, et vous avez dit vous-même que vous remplaciez du charbon par du gaz. Et donc, on a un débat assez permanent au niveau européen que nous avons assez largement, je pense, tranché, notamment dans le cadre du débat sur la taxonomie, sur lequel vous allez peut-être revenir, mais qui est en gros de dire à quelles conditions, et seulement si ces conditions sont réunies, le gaz est effectivement une énergie de transition qui certes est fossile, et donc qui dit transition dit à un moment donné il faut passer à autre chose, mais qui, lorsqu'elle permet de remplacer le charbon, permet un gain immédiat. Néanmoins, comme c'est une énergie fossile largement importée, ça ne résout pas la question, bien évidemment, de la dépendance. Donc, lorsqu'on pose toutes ces pièces de l'équation, à la fois politique, industrielle et de prix, quel est votre cheminement sur cet enjeu ? Alors, le cheminement, et vous l'avez très bien décrit, il est de 2 ordres. Je crois que le mot important, c'est celui de transition ou de transformation, parce que chez Veolia, on a tendance à parler de transformation écologique, parce que la transformation est ce pilote. La transition, parfois, elle est plus subie. Mais sans faire l'exégèse des mots, c'est de se dire, ou alors on n'agit pas aujourd'hui en attendant d'avoir une solution parfaite un jour, ou alors on se dit qu'on met de l'argent tout de suite sur ce qui existe comme solution. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai tendance à parler de l'écologie des solutions, c'est qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui pour décarboner. Et aujourd'hui, on ne saurait pas remplacer 100% du charbon par des énergies qui soient totalement décarbonées. Par contre, on sait faire des moins 50, moins 60, moins 70% de CO2 en remplaçant par du gaz, ou quand on l'a fait pour un industriel comme Solvay en Lorraine, en remplaçant par du combustible issu à partir de déchets non recyclables. C'est du moins 50%. Ça n'est pas du moins 100%, mais ça va dans le bon sens. Donc pour moi, le critère, c'est sur
sur quelle durée on amortit ces investissements-là. Si vous l'amortissez sur une durée trop longue, ça veut dire que vous ne préparez pas l'étape d'après, Absolument. qui, elle, sera le passer des moins dans 50, moins 60% à moins 100%, si je puis imaginer les choses comme ça. Dans le cas concret, des centrales à gaz, la durée typique, c'est une vingtaine d'années. Donc, il n'y a pas de question de se dire, est-ce qu'il n'y aura plus aucun import de gaz dans 20 ans en Europe? Vraisemblablement pas. C'est tout à fait compatible avec une stratégie net zéro à horizon 2050. Je crois que c'est ça le critère. La deuxième chose, c'est d'y rajouter une dose de... notre trajectoire de décarbonation, on a 2 mots qui sont essentiels, c'est ambition et réalisme. Alors, ça peut paraître contradictoire, je ne pense pas du tout que ça l'est. Ambition, c'est-à-dire qu'on fait tout ce que l'on peut, et je viens vous dire 1,5 milliard d'investissements, c'est massif, mais il y a un certain nombre de solutions qui n'existent pas aujourd'hui. Donc notre métier, c'est d'investir tout de suite et par ailleurs de trouver les solutions qui n'existent pas. Donc il y a aussi de l'argent pour de la R&D, pour trouver l'étape d'après de la transition. On a commencé à investir dans un pilote, par exemple, de Sustainable Aviation Fuel, c'est-à-dire le fuel pour l'aviation au Portugal, sur la captation de carbone ou ce genre de technologie. Ok, donc je vais revenir là-dessus. Donc on a très clairement un engagement sorti du charbon en 2030. Vous utilisez le gaz et vous ne le faites que lorsque vous remplacez du charbon et avec un horizon de temps limité qui vous permet de justifier le fait que ça reste compatible avec le Green Deal, et donc la neutralité climat 2050, ces 2 critères étant 2 critères absolument décisifs dans les choix politiques que nous avons fait en Europe pour fixer les conditions qui permettaient au gaz de rester dans la logique de transition et de ne pas faire imploser en quelque sorte les objectifs de neutralité climat, tout en bénéficiant du gain, qui est parfois de 2, parfois de 3, entre les émissions liées au charbon et les émissions liées au gaz. Donc je pense qu'on a là stabilisé à peu près les règles du jeu. Évidemment, ceci était vrai avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça le reste encore plus, je dirais, parce que clairement, ce que montre cette crise, c'est une fragilité de dépendance très très forte sur les énergies fossiles. Maintenant, on en vient aux innovations. Les innovations, vous en avez évoqué une sur laquelle je voudrais peut-être creuser, c'est la question des carburants alternatifs au kérosène. Donc, c'est un des grands enjeux de la décarbonation, c'est l'aviation. Aujourd'hui, on peut et on doit travailler un avion à hydrogène, peut-être un avion électrique sur des petits moyens courriers. Je pense que c'est probablement le scénario qui va se dessiner dans les 5-10 prochaines années, mais à très court terme, une grande partie de la décarbonation du secteur de l'aviation, donc de remplacer le kérosène par autre chose, c'est des carburants dits alternatifs. Et là, évidemment, on arrive au choc potentiel entre la nécessité de garder des espaces pour faire de la production alimentaire et les enjeux de carburant de kérosène. Donc c'est pour ça que l'aviation s'est engagée, et ça c'est très important de le rappeler, sur le fait de dire on utilisera des carburants alternatifs uniquement de 2e génération, c'est-à-dire exclure tout ce qui crée potentiellement des conflits d'usage avec la production alimentaire, les agrocarburants, les biocarburants dits de 1re génération. Et nous l'avons fixé dans la loi, donc les choses sont extrêmement claires. Dans ce cadre-là, quel est le rôle de Veolia ? Et ce que vous dites sur les carburants de 2e génération, c'est précisément ce que je vous disais sur la biomasse issue des déchets plutôt que de la biomasse vierge. Je pense qu'on est tout à fait en ligne avec ce que vous venez d'exprimer chez Veolia. Laissez-moi vous le reformuler autrement. Sur le sujet de l'aviation, l'avion du futur est en train d'être inventé par les constructeurs. Il le sera, je ne sais pas si c'est dans 5, dans 10 ans, un avion à hydrogène, électrique pour des plus petits ou moyens courriers. Il se trouve qu'aujourd'hui, un avion, ça dure 40 ans, si j'ai bien compris. Et donc, il y a tous les nouveaux avions, le jour où on aura trouvé l'avion du futur, seront sans doute commandés sous cette forme-là. Mais en attendant, on a tous les avions qui constituent déjà le parc actuel. Donc, d'une certaine façon, à chaque fois, la question qui se pose, pour moi, sur le sujet de l'aviation comme sur d'autres, c'est décarboner le flux ou décarboner le stock. Les deux. Et donc,
Évidemment, le flux, faire du nouveau et du vert, si je puis dire les choses comme ça, avec tout ce qui est nouveau, c'est pas toujours aisé, mais il arrive qu'il y ait des solutions. Mais je pense que l'objectif, c'est en même temps de décarboner aussi le stock. Et c'est pour ça que je vous disais, quand le métier de Veolia, c'est d'aider nos clients sur les émissions évitées, c'est aussi d'aider à décarboner le stock. Je vous prenais l'exemple tout à l'heure de Solvay en Lorraine. C'est un site industriel existant sur lequel on a envie de maintenir les emplois. Aujourd'hui, la question n'est pas juste de repartir d'une feuille blanche. Il y a un site actuel. Comment est-ce qu'on peut aider un site existant à faire mieux? Et je pense que c'est vraiment sur les deux qu'on doit travailler. C'est pour ça que le sujet de transition ou de transformation est assez essentiel. Dans transition écologique, il y a le mot écologique, mais il y a aussi le mot transition. Je pense que c'est vraiment important d'avoir les deux en tête. Et sur l'aviation, c'est exactement le cas. Donc comment, en plus d'inventer l'avion du futur, on arrive à décarboner l'avion d'aujourd'hui, si je puis dire. Et c'est là que les Sustainable Aviation Fuel, les fuels, les SAF, alors après, je ne sais même pas comment ça se dit en français, je suis en train de m'en rendre compte. Les carburants alternatifs, merci. Les carburants alternatifs pour l'aviation, ils ont leur rôle à jouer précisément sur cette flotte existante d'avions. Ce que Veolia a décidé de faire, c'est de faire un pilote de R&D, parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de travail pour arriver à trouver comment récupérer du CO2 issu de cheminées d'une usine d'incinération pour arriver à le transformer avec différentes étapes chimiques en carburant alternatif pour l'aviation. On a un projet qu'on a lancé au Portugal qui nous permettrait évidemment à la fois de capter du carbone et d'en fabriquer quelque chose d'utile, puisque ce serait du carburant pour l'aviation. Donc ça coche évidemment 2 cases. On y met de l'argent, de l'ambition, et comme c'est un pilote de R&D, il va nous falloir sans doute un peu de temps pour arriver à ce que ce soit à une échelle industrielle, mais j'ai bon espoir que ce sera le cas dans quelques années, puisque quand on regarde Veolia, on est aujourd'hui capable de faire des choses qui, à 5 ou 10 ans, étaient considérées comme quasiment impossibles. Donc c'est précisément notre métier d'innover. Exactement. On va y venir sur l'économie circulaire dans un instant, où il y a beaucoup d'innovations qui permettent d'augmenter le taux de recyclabilité effective et de recyclage effectif. Juste pour terminer sur l'énergie, on a parlé beaucoup de molécules, on a parlé de charbon, de gaz, de biogaz, etc. Mais on n'a pas parlé d'électricité. Or, l'énergie, en gros, c'est des molécules pour faire notamment du carburant et de la chaleur, et puis c'est l'électricité. Vous n'êtes pas du tout dans le business de l'électricité, ou comment vous voyez votre rôle dans le déploiement et l'accélération notamment des énergies renouvelables? Alors, Veolia, c'est 9 milliards de chiffre d'affaires sur l'énergie. Et là-dedans, on produit toutes sortes d'énergie, dont de l'électricité. On est producteur net d'électricité. On en produit plus qu'on en consomme. Donc si on est présent dans ce métier-là, mais dans ce qu'on appelle de l'énergie territoriale décarbonante, pour revenir sur mon propos précédent. Aujourd'hui, on est présent en produisant de la molécule, si on dit ça comme ça, d'électricité, bien sûr, notamment avec de la cogénération, qui est beaucoup plus efficace. Donc on produit à la fois de la chaleur et de l'électricité, mais aussi sous tout ce qu'on fait sur l'efficacité énergétique. Donc on aide nos clients à faire des économies d'énergie, des hôpitaux, des centres commerciaux au Moyen-Orient, des bâtiments publics. C'est le métier de Veolia aussi. On est payé en fonction d'une réduction de la consommation de nos clients. Évidemment, c'est vertueux. Un mot sur l'efficacité énergétique, parce que souvent on parle de transformation du modèle de production de l'énergie, et notamment de l'électricité, mais tous les scénarios ont montré, dernier en date étant en France de RTE, Réseau de transport d'électricité, que si on ne faisait pas en plus vraiment une accélération sur l'efficacité et la sobriété, on n'y arriverait pas en termes de capacité de production et de neutralité carbone. Là, on est dans un moment, notamment il y a quelques semaines, quelques mois, où on a déployé un grand plan de sobriété qui a marché. On a quand même fait moins 10% de consommation en quelques semaines, quelques mois, donc ça veut dire que tout le monde a suivi. Comment vous voyez votre rôle et les éventuels changements de règles du jeu pour accélérer sur l'efficacité et la sobriété? Alors, on a lancé en mars dernier chez Veolia le plan ressources, où on a mis 150 millions d'investissements à la clé pour que nous-mêmes, pour notre propre consommation, on vise à avoir un impact de 10%, à la fois en consommant moins
d'énergie dans nos différentes installations, mais aussi en produisant plus. Par exemple, mettre des panneaux photovoltaïques sur des décharges fermées ou sur un certain nombre de nos sites, et puis de remplacer des équipements vieillots plus énergivores par des équipements plus récents. Donc c'est vraiment en jouant sur les deux. Donc on participe à l'effort collectif, et en l'occurrence, on l'a lancé dès le mois de mars dernier, et sur une échelle mondiale. Ça veut dire qu'en France, on vise dans les 5 ans à être autosuffisant en énergie chez Veolia. Pour faire simple, on a 2 grosses activités en France. Une activité de distribution de l'eau qui nécessite de consommer pas mal d'énergie pour pousser de l'eau dans les réseaux pour qu'elle arrive au robinet, et une activité qui a tendance à plus en produire, qui est l'activité de déchets, pour toute la partie des déchets qui sont pas recyclables. On n'est pas encore à l'équilibre entre les deux, et donc on a lancé tous ces projets, notamment d'installer des panneaux photovoltaïques, pour être capable d'être autosuffisant en énergie dans les 5 ans. Donc d'une certaine façon, on ne fait pas que le plaider pour nos clients, évidemment on commence par se l'appliquer à nous-mêmes. Et au-delà de ça, c'est un de nos métiers, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire d'aider nos clients à économiser de l'énergie. Alors, on va venir à la deuxième partie de ce podcast sur la gestion de l'économie circulaire, la gestion des déchets, mais ça s'intègre vraiment dans une vision stratégique. Ce n'est pas simplement de gérer au mieux un flux de déchets, c'est une vision stratégique que l'on déploie en Europe, particulièrement cette année 2023, puisque nous sommes en train de négocier un certain nombre de textes qui ont été proposés par la Commission soit à fin 2022, soit tout début 2023, pour développer l'éco-design, donc la conception écologique des produits, parce que pour qu'un produit soit recyclable, par exemple, encore faut-il qu'il puisse avoir été conçu pour être recyclable, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite, que ce soit beaucoup moins cher, et donc de développer fortement la circularité, puis normer l'ensemble des produits de notre consommation quotidienne, des pots de yaourt en passant par le pneu de nos voitures, et en exigeant progressivement des taux non seulement de recyclabilité, mais de recyclage effectif ou de réemploi, puisque les deux évidemment ne s'opposent pas. Donc on est vraiment en Europe là au début, dans cette année 2023, d'une très grande année législative pour fixer des nouvelles règles du jeu qui, je pense, seront parmi, voire les plus ambitieux au monde sur ce sujet. Vous êtes un acteur clé de cette économie circulaire et de la gestion des déchets. Donc, comment vous positionnez sur ces enjeux ? L'économie circulaire, c'est une réponse absolument essentielle à un enjeu dont on parle moins que le sujet du carbone, mais qui est néanmoins très important aussi, qui est celui de la rareté des ressources naturelles. Rareté de la ressource en eau, on en parlera sans doute, rareté d'un certain nombre de métaux, rareté des matières premières de façon générale, qui est un enjeu évidemment écologique, mais qui est un enjeu également économique, et qui est même un enjeu géopolitique et stratégique. Si je reprends l'exemple de la transition énergétique, on ne sait pas faire de transition énergétique sans avoir du nickel, du cobalt et du lithium, dont on a besoin dans les batteries ou dans un certain nombre d'autres équipements. Il se trouve que le lithium, en gros, on en trouve moitié aujourd'hui des volumes sont produits en Chine, l'autre moitié au Chili. Le nickel, ça vient beaucoup de Russie, le cobalt du Congo, je peux continuer les exemples, vous m'avez compris. À un moment donné, si on veut ne pas dépendre d'autres pays, même s'ils sont amis, pour certains que je viens de citer, il va falloir, j'ai dit certains que je viens de citer, et si on veut avoir une souveraineté européenne, française, sur ces sujets-là, une des réponses, dans un mix de nouveau de réponses, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire d'utiliser les mines que sont les déchets que l'on produit sur notre sol. Donc c'est en ça que c'est un enjeu, à mon avis, majeur, à la fois écologique, mais au-delà. Puis ça raccourcit les chaînes d'approvisionnement, et on voit bien quand tout le monde finit par dépendre d'un bateau qui est coincé dans le canal de Suez, c'est qu'il y a un petit sujet de dépendance, y compris de nos industries, d'une autre partie du monde, y compris physique, qui n'est pas absolument évident. Donc tout ça plaide pour faire plus d'économie circulaire. Ça fait partie du mix. On ne pourra pas remplacer 100% du lithium que l'on importe aujourd'hui de Chine, du Chili, demain matin, par du recyclage. Par contre, ça peut contribuer au mix,
Et c'est une des raisons pour lesquelles on est en train d'investir sur une usine qui sera une première de recyclage de batteries de véhicules électriques, dans lequel on va retrouver finalement du lithium, du cobalt et du nickel. C'est pas très simple, donc il faut de la R&D, et ça fait 10 ans qu'on a travaillé pour être capable de séparer ces métaux qui sont dans la batterie. On sait le faire maintenant à une petite échelle, on est en train de monter à l'échelle pour faire une vraie usine, si je puis dire, avec une taille industrielle qui sera située dans l'est de la France, pas très loin de Metz. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on est totalement dans l'articulation entre les innovations qui relèvent de votre responsabilité et la fixation de règles du jeu qui relèvent de notre responsabilité de décideurs publics. Et précisément, le dialogue entre les deux fait qu'on est en train de réussir à construire une industrie de la batterie européenne. On n'était nulle part il y a 5 ans, on est en train vraiment de déployer ça à peu près partout en Europe. Et en plus, pas simplement une industrie de la batterie européenne, mais une industrie de la batterie recyclable européenne, parce que c'est évidemment notre intérêt en termes de géopolitique, comme vous venez de l'expliquer. Et ça, c'est un dialogue, je trouve, très fructueux entre l'ensemble des acteurs industriels dont vous faites partie, qui nous permettent d'imaginer vraiment devenir de deuxième producteur mondial de batteries au monde, derrière la Chine, et donc évidemment rattraper le retard que nous avions accumulé. On est en train de le faire et c'est une bonne nouvelle. Et je pense que c'est très juste ce que vous dites, c'est-à-dire que je ne vois pas que l'on puisse faire la transformation écologique en Europe en opposant les acteurs. Il y a besoin d'un cadre public, bien sûr, et de décisions politiques dans un certain nombre de cas. On en a cité certaines depuis le début. Il y a besoin d'argent aussi, mais il y a de l'argent en Europe avec le Green Deal ou un certain nombre, ou les plans de relance divers. Peut-être pas assez, mais il y en a déjà beaucoup. Et il y a aussi besoin d'industriels pour innover depuis 2 ans, pour être capable aujourd'hui de vous dire oui, je sais recycler une batterie de véhicule électrique, et je peux vous dire que c'est pas très simple, il faut de l'hydrométallurgie, du traitement des sels derrière, donc c'est très technique. Donc en fait, on a besoin de tous ces types d'acteurs et de la population d'ailleurs embarquée pour être capable de transformer l'Europe telle qu'on vient de le décrire. Donc je pense que c'est un bon exemple. Et alors, notre expérience sur l'économie circulaire démontre qu'en fait, il faut à peu près tout le monde pour que ça marche, parce qu'on commence à avoir sur certains sujets qui sont plus anciens, le recyclage du verre, du plastique, on commence à avoir un peu d'expérience de ce qui marche et ce qui marche moins bien, pour arriver à faire en sorte d'avoir des taux de recyclage qui augmentent dans un pays. Alors, un exemple de ce qui marche et un exemple de ce qui ne marche pas. Ce qui marche, je me permets de... Voilà, ce qui marche, c'est un alignement de petit 1, une législation qui vise du recyclage et qui interdit de jeter n'importe où un certain nombre de choses. Donc oui, il faut aussi des interdictions de polluer d'une certaine façon, associées à une demande forte des filières qui vont utiliser les produits recyclés derrière pour être remanufacturés dans d'autres objets, et donc une obligation d'incorporation dans les nouveaux produits qui sont produits en Europe, plus une troisième brique qui sont des industriels comme Veolia qui ont investi pour transformer entre les deux, parce que il y a vraiment loin de quelque chose qui est dans votre poubelle à quelque chose qui peut être mis dans une usine de production. Évidemment, entre les deux, c'est un métier d'industriel de transformer. Donc c'est les trois qui fonctionnent. C'est une obligation de réincorporation dans les usines de production, un industriel qui a investi sur de la technologie pour être capable de recycler, et une obligation publique avec une incitation publique de recyclage. Quand il manque un de ces trois, ça ne fonctionne pas. Et notamment quand il manque, par exemple, l'obligation de réincorporation, on se retrouve à produire dans des centres de tri qui trient la poubelle jaune, si je puis dire, la plupart du temps en France des habitants, de la matière qui ne trouve pas preneur finalement, parce qu'elle est un petit peu compliquée et plus compliquée à utiliser que de la matière vierge. Donc il faut aussi imposer un peu d'imagination aux producteurs pour que ça fonctionne. C'est exactement ce qu'on est en train de faire dans le paquet économie circulaire auquel je faisais référence il y a quelques minutes. C'est en gros grande famille de produits par famille de produits. Donc on a les pneus des voitures, les pots de yaourt, les bouteilles de shampoing, etc., de mettre des obligations d'incorporation, pour reprendre le terme, de matières premières, souvent plastique, mais ça peut être aussi autre chose, recyclées,
ce qui vous crée une garantie à peu près certaine d'avoir un marché derrière et donc qui justifie pour vous les investissements nécessaires à la fois dans la collecte et dans la transformation. C'est le cercle vertueux qu'on essaie de créer. Avec de la visibilité, c'est-à-dire que se fixer un objectif pour dans 5 ans, dans 10 ans, effectivement, ça vous crée une filière de recyclage. Il faut que ce soit suffisamment ambitieux mais réaliste, là aussi, pour tirer tout le monde vers le haut sans être tellement inatteignable que finalement, ça décourage l'ensemble de la filière et que tout le monde finisse par payer des pénalités et autres dans le dispositif. Vous parliez tout à l'heure de l'innovation. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez donner un exemple, alors peut-être que le pot de yaourt en est un bon, je ne sais pas, de choses qui n'étaient pas recyclables il y a 5 ans, 3 ans, et qui le sont aujourd'hui sous des conditions de prix à peu près satisfaisantes? Alors, c'est un sujet qui est plus technique qu'il n'y paraît, mais je vais prendre les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau en PET, donc en plastique pas rigide. Il y a 5 ans, on savait déjà les recycler. Il y a 10 ans, non. Mais il y a 5 ans, on savait les recycler avec un niveau de qualité qui n'était pas suffisant pour y remettre de l'eau dedans ou pour y remettre du lait. On a trouvé, grâce à toute notre innovation, de quoi faire du plastique recyclé de tellement bonne qualité, tellement pur, qu'on peut y remettre de l'alimentaire dedans. Ça, par exemple, c'est innovation des 5, 6, 7 dernières années. D'accord. Et qu'est-ce qui est devant nous à échéance de Qu'est-ce qui est 3 devant ans? nous? Je vous ai cité l'exemple des Sans batteries dévoiler de... tous vos secrets. Ça, je ne le ferai pas. Mais les batteries de véhicules électriques, je suis très fière qu'on soit capable d'avoir trouvé la façon, avec l'hydrométallurgie, de séparer le nickel, le cobalt et le lithium des batteries de véhicules électriques, parce que je crois qu'on doit être à peu près les seuls à savoir faire ça. Et donc, on le démontrera un peu plus loin dans l'année en ouvrant notre nouvelle usine à côté de Metz. C'est une très bonne nouvelle. Deux, est-ce que vous auriez quand même un exemple qui peut-être parle plus dans le quotidien des personnes qui nous écoutent, d'un produit qui, aujourd'hui, même au moment où on parle, n'est pas encore recyclable, mais dont vous pensez, avec de bonnes chances de réussir, que dans 1 an, 2 ans, il le sera? Il y a beaucoup de choses qui sont pas recyclables aujourd'hui, les Tetra Pak, ce qu'on appelle les multicouches, c'est-à-dire un paquet de chips. On voit bien, il y a à la fois du métal, du plastique en couches successives. On va arriver à un moment donné à trouver, mais ce n'est pas absolument évident d'arriver à recycler ce type d'emballage. Et c'est en ça que vous avez raison de citer le sujet de l'éco-design, c'est-à-dire qu'il y a une façon, c'est d'arriver à trouver de la technologie pour le recycler. Il y en a une autre, c'est de modifier dès le début le packaging pour le rendre plus facile à recycler. Et moi, je souhaiterais, dans les débats européens, les négociations que nous avons en ce moment, pousser un principe assez simple, consistant à dire tout nouvel emballage qui est mis sur le marché doit faire la preuve qu'il est recyclable. Parce que compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire en termes de ressources, d'indépendance géopolitique, etc., je pense que quelqu'un qui aujourd'hui, un industriel qui aujourd'hui continue à mettre un nouvel emballage, il peut y avoir du stock historique qui existe très bien, mais un nouvel emballage, donc il a fait de la R&D pour atteindre ce nouvel emballage, tout en sachant très bien qu'il n'est absolument pas recyclable ou alors à des conditions de prix astronomiques compte tenu de sa conception, je trouve que ça, honnêtement, aujourd'hui, ça ne se justifie pas. Donc c'est un des combats que je mènerai dans les négociations européennes en cours. Après, il y aura toujours des exceptions comme le secteur médical ou des choses comme ça où c'est parfaitement justifié pour des raisons d'intérêt général, mais c'est moins vrai pour le paquet de chips ou pour l'emballage cosmétique. Je ne vous demande pas de commenter puisque ce sont des industriels avec lesquels vous travaillez, j'imagine. Mais je vous parle du paquet de chips parce que j'ai passé 6 ans en Grande-Bretagne et le paquet de chips en France, ça doit représenter 0,01%. Je ne connais pas les chiffres, à vrai dire, mais enfin, c'est assez faible. Je peux vous dire qu'en Grande-Bretagne, c'est un sujet plus important. Les Britanniques mangent beaucoup plus de chips que les Français. Donc, est-ce que, puisqu'on parle d'un exemple très concret que tout le monde a en tête, le paquet de chips, est-ce qu'un jour, il sera recyclable ou est-ce que c'est totalement vain parce que les couches connectées font que vous n'arriverez jamais à le réutiliser, le papier est gras, etc., etc. Et donc, il vaut mieux en faire autre chose? Après, il y a à quelles conditions on peut arriver à le recycler.
Et s'il faut dépenser plus d'énergie et de CO2 pour le recycler que ce que ça rapporte, ça ne vaut pas le coup. Et c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure du combustible solide de récupération qui sont les déchets non recyclables, ils le seront peut-être un jour, mais à un horizon de 10 ou 15 ans, il vaut mieux produire de l'énergie avec ces déchets non recyclables parce que ça coûterait plus cher en énergie de séparer toutes les différentes couches dont je parle. Et c'est exactement en cela qu'il y a un lien, je pense, entre les deux parties que l'on vient d'aborder. Absolument. Il y a un autre mot-clé, on n'a pas du recyclage, il y a un autre mot qui est en train d'être fortement structurant dans les négociations que nous avons sur l'économie circulaire en Europe, c'est le réemploi. Qui n'est pas exactement le recyclage, puisque c'est l'objectif étant précisément de réemployer, de réutiliser la même bouteille, le même produit, et non pas de le transformer forcément en autre chose. Comment vous vous positionnez par rapport à cet enjeu ? Ça peut tout à fait avoir sa place dans le dispositif. Là aussi, je pense que c'est un mix de solutions. L'éco-design, le réemploi. D'éviter les déchets, c'est la première chose, avant même d'avoir à se poser la question de savoir les recycler et en faire quelque chose. Donc oui, ça a sa place dans le dispositif, avec quelques limites, les limites sanitaires, par exemple. Mais je crois qu'on a beaucoup appris. Donc oui, le réemploi fait partie du package de solutions. Donc en tout cas, on est là devant un agenda législatif européen très significatif, mais aussi de votre côté, un agenda d'innovation qui va nous permettre réellement de rendre notre économie européenne beaucoup plus circulaire. Et ce qu'on vient de se dire, on a essentiellement concentré la discussion sur les plastiques ou les cartons ou les emballages, mais c'est pareil pour, vous l'avez dit, sur les batteries et d'autres objets industriels, mais c'est aussi par exemple pareil pour les vêtements, qui sont aujourd'hui une source de gâchis incroyable avec ce qu'on appelle la fast fashion, qui doit absolument, et c'est un des objectifs des textes que nous négocions, rentrer dans des cadres beaucoup plus circulaires et de recyclabilité. Troisième thème après l'énergie et les déchets, c'est l'eau. C'est un des principaux métiers, peut-être le principal du groupe. Peut-être qu'on peut commencer par la question climatique que tout le monde a en tête avec les enjeux d'adaptation et de rareté sur la ressource en eau. Comment aujourd'hui un groupe comme le vôtre commence à s'adapter à cette nouvelle donne ? Avant de répondre à votre question, vous avez dit c'est peut-être le métier principal du groupe. Oui et non, on a vraiment 3 piliers très forts qui sont l'eau, les déchets et l'énergie. 9 milliards de chiffre d'affaires, on est dans les plus gros acteurs sur le sujet de l'énergie territoriale décarbonante en Europe et dans le monde. L'eau, on a découvert cet été en France que l'eau était un bien précieux. Il y a d'autres endroits dans le monde qui l'ont découvert avant, si je puis dire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un certain nombre de solutions, mais que maintenant, ce serait bien d'aller un tout petit peu plus vite et d'accélérer dans leur déploiement et dans leur mise en œuvre. Les solutions, c'est un mix, encore une fois, de choses. Le premier, on parle beaucoup d'économie d'eau chez les habitants, chez les agriculteurs ou chez les industriels. Bien sûr, ça fait partie aussi, la sobriété en eau, du type de choses qu'il va falloir travailler dans les prochaines années, bien sûr. Le deuxième, c'est d'éviter le gâchis, et notamment dans la distribution d'eau dans les réseaux en France ou en Europe. On a des taux de fuite dans les réseaux qui sont très, très différenciés en fonction des villes et en fonction des pays. Si je reviens sur l'exemple français, en moyenne, c'est 1 litre sur 5 qui est perdu dans les réseaux d'eau en France. Donc c'est très important. Mais ça recouvre des variations très différentes, depuis des quelques pourcents de fuite seulement dans des réseaux jusqu'à des 50, 60, 70%. Donc faire en sorte que les moins bons élèves, si je puis dire, reviennent ne serait-ce qu'à la moyenne, on a des millions de mètres cubes d'eau à gagner tous les ans. Et puis la troisième chose, c'est la réutilisation des eaux usées. Puisque là encore, on a un potentiel important. En France, c'est moins de 0,1% des eaux usées qui sont réutilisées. En Espagne, c'est 15%. En Italie, 7%. En Israël, 85%. Et je le disais, il y a des pays qui ont réalisé plus tôt que l'eau était d'un bien précieux. Et ce n'est pas tout à fait par hasard que ce soit des pays plus au sud et qui ont vécu le réchauffement climatique et ses conséquences plus tôt que la France, qui nous ont montré la voie. La bonne nouvelle, c'est qu'on a appris
à le faire. On a des technologies, on a tout ce qu'il faut pour le déployer et le mettre à l'échelle très vite maintenant, avec des références chez Veolia sur le bassin méditerranéen, mais on a des références très importantes en Californie. On est en charge de 10% de l'irrigation de la Jordanie grâce à l'utilisation des eaux usées. Donc vous voyez, on a de quoi aller plus vite et accélérer. Je pense que c'est un mot assez clé, d'accélérer les choses maintenant. Et alors, la Commission européenne a mis il y a quelques semaines, début de l'année 2023, sur la table une nouvelle proposition législative, une de plus dans le cadre du Green Deal, sur justement le traitement des eaux usées. Or, cette obligation ou cette possibilité d'utiliser dans un cadre juridique sécurisé les eaux usées avec des objectifs croissants n'y figure pas. Moi, je la soutiens, mais elle ne figure pas dans la proposition initiale de la Commission. Et quelles sont les réticences aujourd'hui à faire en Europe ce qui est fait en Israël, par exemple ? Écoutez, monsieur le député, me permet de dire que l'on compte tous sur vous pour faire comprendre qu'il n'y a absolument aucun obstacle sanitaire, plus d'obstacles techniques puisqu'on sait faire, et un besoin qui est criant. Donc j'espère que ça finira dans la directive qui sera votée in fine. Je l'espère aussi, et on fera le nécessaire au Parlement. Néanmoins, la question est pourquoi un organe comme la Commission européenne, qui n'est pas insensible aux enjeux que l'on vient d'évoquer, ne franchit pas le pas ? Quelle est la résistance ? Je ne suis pas sûre qu'elle ne franchira pas le pas à la fin, et je suis très confiante. Quelle est la résistance ? Je ne le sais pas spécifiquement pour la Commission européenne, mais de façon générale, on a souvent plusieurs choses. On a un manque de compréhension de la gravité des enjeux et de l'accélération de l'histoire. Et l'été qu'on vient de passer a permis, par exemple, en France, de passer un cran dans la perception collective de c'est maintenant qu'il faut agir. Donc, quelquefois, c'est ça. C'est un petit peu de on verra plus tard. Vous avez quelques personnes qui vous objectent des arguments de nature sanitaire. Alors pour autant qu'on a maintenant 20 ans d'expérience et toutes les démonstrations scientifiques et médicales qu'il n'y a absolument aucun sujet de type sanitaire, évidemment sous réserve qu'on fasse les choses bien. Et je vous rappelle que l'eau est un des métiers qui est le plus contrôlé, à juste titre, qui soit. C'est tout à fait légitime. Et c'est pour ça que j'ai tendance à penser que c'est le moment. C'est une bonne conclusion, parce que c'est valable pour beaucoup de sujets. Le dernier mot, c'est une question plus personnelle sur ce qui vous inspire. Un paysage, un auteur, un livre, un romancier. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre quotidien et qui est une source de motivation ? Qu'est-ce qui m'inspire ? La musique m'inspire beaucoup, mais ça c'est parce qu'on a beaucoup parlé de choses très rationnelles avec des térawattheures, des tonnes, et c'est absolument essentiel d'avoir du concret dans cette transformation écologique, mais il faut parfois un peu rêver. Et rajouter de l'imagination, du désir peut-être aussi, d'avoir arrivé à montrer le monde vers lequel on va. Et tout ce qui... Et donc ce serait plutôt des artistes finalement que j'ai envie de vous citer, qui font rêver d'à quoi pourrait ressembler le monde de demain. Et c'est peut-être notre boulot aussi d'arriver à faire rêver un peu les populations sur vers quoi on est en train de les emmener. C'est notre job commun. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté et merci au groupe Renew Europe pour son soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à poster vos commentaires et le lien vers ce podcast avec le hashtag Transition écologique. À bientôt pour un nouveau dialogue avec les acteurs du changement.